Là. Tiens, attends. Non, on ne t'entend pas. Colle-toi au micro. On devait vous présenter malheureusement, on devait vous présenter Frères d'Orient, la bande dessinée de Benedetta Dinko, qui malheureusement est malade et donc n'a pas pu venir. Elle habite à Tours et malheureusement, voilà, elle a été obligée d'annuler sa venue. Oui, non, Donc, je voulais juste vous dire deux mots sur cette bande dessinée qui est d'excellente qualité. Pour que éventuellement ceux qui veulent l'acheter puissent le faire à côté. C'est la première bande dessinée de Benedetta, qui est une jeune femme de moins de 30 ans, donc c'est son premier roman graphique, Frères d'Orient, qui traite des communautés juives et musulmanes dans le Yémen du début du XXe siècle. Donc très rapidement, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, l'histoire se déroule à deux époques, à Vienne en 1938 et dans un village du Yémen à la fin du 19e, début du 20e siècle. Deux amis d'enfance, Benjamin, de confession juive, et Hakim, musulman, se retrouvent après des décennies de séparation. Ils ont grandi ensemble dans un village du Yémen où leur communauté coexistait pacifiquement. Leur amitié est mise à l'épreuve par un événement traumatique. Benjamin, enfant, croit avoir libéré un démon, un djinn, dans le village, déclenchant la peur, la division et la discorde au sein du village entre les deux communautés. Mais pas seulement entre les deux communautés. On voit aussi que dans ce contexte de turbulence où justement les juifs sont pris à partie, la communauté juive, les femmes des deux communautés se réunissent, essayent de jouer un rôle stabilisateur pour affronter les haines de part et d'autre qui surgissent. Donc c'est intéressant du point de vue aussi sociologique en fait. L'histoire a des plans. Voilà. Donc à travers leurs souvenirs, Benjamin et Hakim tentent de reconstituer ce qui s'est passé et de comprendre comment leur amitié et celle de leur peuple a été malmenée. Et donc, voilà, c'est très cinématographique, les dessins sont très parlants, très détaillés, méticuleux. Et donc, je vous invite, si vous voulez, si vous êtes curieux et que vous voulez aussi soutenir la jeune création artistique, eh bien, de vous rendre à côté pour acheter cette bande dessinée. Merci, Nathalie. Voilà, merci à vous. Alors, c'était une bonne transition, la bande dessinée de Benedetta, parce qu'on passait de la musique à la poésie, avant d'arriver sur un sujet lourd, qui est l'antisémitisme. Donc je me disais comment, puisqu'on a pu cette transition, comment faire une petite transition. Et j'ai trouvé une vieille blague juive que je vais vous raconter, qui va nous faire rentrer dans le sujet. Un vieux rabbin lit le journal, son élève lui demande « Rabbi, pourquoi lisez-vous ce journal antisémite ?» Le rabbin répond « Dans nos journaux, on ne parle que de problèmes. La hausse du coût de la vie, les attaques, les inquiétudes. Mais dans ce journal, j'apprends que nous contrôlons les banques, les gouvernements et la météo. Ça fait du bien de temps en temps de lire quelque chose de positif. » Voilà. Et bien justement, on va parler de ça avec Samuel Delors, qui est le co-auteur avec Jonas Pardo du petit manuel de lutte contre l'antisémitisme aux éditions du commun. Alors, je vais rapidement dire deux mots sur le livre, et puis je vais laisser la parole à Samuel Delors. Donc, ce manuel est conçu comme un outil pédagogique pour un large public. Il offre à la fois un panorama historique très complet et documenté des manifestations de l'antisémitisme et une boîte à outils concrète pour reconnaître, comprendre et agir contre l'antisémitisme. Le titre l'indique, reconnaître, décrypter et combattre. Il insiste sur la responsabilité collective et la nécessité de ne pas laisser ce phénomène en dehors de la lutte antiraciste plus globale. Dans ses remerciements d'ailleurs, Jonas Pardo, j'ai lu cette citation, cite Angela Davis. Dans une société raciste,
Il ne suffit pas d'être non raciste, il faut être antiraciste. Voilà, alors je vais laisser la parole à Samuel en lui demandant s'il peut se présenter, pourquoi Samuel et Jonas se sont mis en tête d'écrire quand même ces 400 et quelques pages très denses sur l'antisémitisme. Bonjour à tous et toutes. Déjà, merci aux organisateurs, aux organisatrices de m'accueillir lors de ce salon Unis des mondes juifs. Alors, comment on est... Je vais peut-être rapidement me présenter, effectivement, et comment on en est arrivé là. Alors, moi, je viens d'une famille mixte catholique et ashkénaze polonaise, éduquée en dehors du cadre communautaire, mais avec une sensibilité assez importante sur le fait juif et sur la question de l'antisémitisme, notamment du fait de l'histoire spécifique de ma grand-mère qui est arrivée de Pologne lorsqu'elle était adolescente, qui a vécu les persécutions lors de la Shoah, mais qui a aussi été une des fondatrices avec son premier mari d'un des réseaux de résistance de la Haute-Vienne, qui a accouché dans la clandestinité de son premier enfant. Et donc, c'est des questions qui sont posées, qui ont toujours été présentes dans la sphère familiale, mais toujours, on va dire, dans une forme de bain universel, et puis qui, à l'âge adulte, sont revenus par le biais de l'engagement politique, du questionnement, et aussi un petit peu sur ces dernières années, mais pas seulement ces dernières années, sur l'idée que le passé, il fallait en faire quelque chose. Malheureusement, il y avait une actualité de l'antisémitisme et des engagements par ailleurs syndicaux qui m'ont amené aussi et c'est le même constat pour mon co-auteur Jonas Pardo, qui lui a une histoire un peu différente de la mienne, puisque lui il est plutôt Mizrahi séfarade, avec une partie de sa famille juive palestinienne, égyptienne, marocaine. Donc on a un peu la croisée de ces deux histoires, et c'est un dialogue en fait qu'on a eu sur vraiment ces deux dimensions de la judéité, mais aussi le constat qu'on a fait à partir d'un engagement à gauche des insuffisances du traitement dans notre camp social et politique de cette question-là, en tout cas de ce constat-là, et on s'est dit il faut outiller. On voit plein de personnes qui sont, on va dire, sincèrement, une sincérité dans l'engagement contre le racisme, et quand il est question parfois d'antisémitisme, il y a soit une méconnaissance d'un certain nombre d'éléments d'histoire juive, soit une méconnaissance de l'histoire de l'antisémitisme qui peut expliquer notamment certaines réactions. Et nous, particulièrement à partir de 2006, et c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes qui sont de près ou de loin connectées à la judéité, à partir de l'assassinat notamment d'Ilan Halimi, qui ont été percutés par la faiblesse de la réaction sociale, ce qui pour nous normalement aurait dû mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ça n'a pas été le cas. Donc on s'est dit, plutôt que faire des constats, on va essayer de donner un outil pour la discussion. Donc ça, c'est un peu l'interconnexion entre les trajectoires individuelles et collectives. Donc on s'est rencontrés dans des milieux essentiellement juifs de gauche, mais qui se sont dit, voilà, il y a un souci. Et puis, à partir de là, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, en fait, il y avait des ouvrages très savants sur l'histoire de l'antisémitisme. Le Léon Poliakov est le plus connu, mais bon, c'est 6000 pages. Nous, on a essayé de faire ça en à peu près 150 pages. Donc, on a voulu d'abord faire une vulgarisation de l'histoire de l'antisémitisme. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont des monographies, des ouvrages spécifiques, mais qui ne balayent pas la question de l'hostilité anti-juive depuis l'Antiquité, de la différence entre anti-judaïsme et antisémitisme, des spécificités que ça a pu prendre selon les temps, les espaces, parce que c'est un phénomène que nous, on veut réhistoriciser, un petit peu à l'encontre de l'idée de quelque chose qui aurait toujours, d'une hostilité anti-juive qui aurait toujours eu la même forme. On pense qu'il y a des ruptures historiques, il y a des changements. Et puis, donc cette partie historique, elle est précédée d'une partie sur qu'est-ce que recouvre le non-juif, puisque on le voit dans le débat public, il y a beaucoup de confusion entre deux confessions juives, quels sont ces différents signifiants, et cette incompréhension, on va dire, dans le grand public de la pluralité du fait juif, est parfois la source d'un certain nombre d'incompréhensions. Donc on voulait commencer par donner cet élément-là,
donner les clés de compréhension sur l'approche religieuse, historique, sociologique, culturelle, afin justement de montrer la complexité, à la fois qu'il y a des choses tout à fait communes, mais il y a aussi une complexité du phénomène. Tu parlais du meurtre de Ilan Halimi comme un événement impactant. Est-ce que je crois, sauf erreur de ma part, que vous avez écrit ce livre et que le 7 octobre est arrivé au moment de l'écriture, il me semble. Est-ce que tu peux aussi nous dire si comment ça vous a percuté dans ce travail? Ça a nécessairement percuté. Nous, notre ouvrage, il était prévu, c'est début 2023 qu'on avait prévu de l'écrire. Donc, quand on a commencé l'écriture, le 7 octobre n'avait pas encore eu lieu. Donc le 7 octobre et ce qui a suivi, évidemment, a percuté fortement notre écriture. Pour autant, on a essayé de prendre un petit peu de hauteur. C'est difficile, très honnêtement, parce que, évidemment, le feu de l'actualité, les dimensions personnelles qu'il peut y avoir font que l'intensité, on va dire, la manière dont le débat public aussi s'est extrêmement cristallisé. On a essayé, tant que se faire se peut, même si évidemment on ne peut pas totalement dire qu'on s'est abstrait de ça, justement à ne pas faire juste un livre d'actualité. On traite évidemment de cette actualité-là, des massacres antisémites qui ont eu le 7 octobre, de leur réception, mais un autre aspect, c'est que pour nous, la question de l'antisémitisme ne se réduit pas à la question israélo-palestinienne. Il y avait évidemment des intersections, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et c'était important aussi pour nous, justement, de prendre un petit peu ce pas de côté, c'est-à-dire à la fois de traiter ces problématiques-là, ces intersections ne sont pas toujours évidentes à définir, mais aussi de traiter l'ensemble du phénomène et pas uniquement cette dimension-là. Alors justement, on va arriver sur les définitions. À la page 417, vous exposez les différentes définitions de l'antisémitisme et aussi de ce qu'elle véhicule comme conception de l'antisémitisme. Donc il y a les définitions de l'IHRA, le DJA, Nexus. Peut-être tu pourras on va pas faire un exposé sur les définitions, mais c'était pour arriver à ce que votre énoncé qui dit que l'antisémitisme est une idéologie et un rapport social raciste, et pas seulement un système de préjugés ou un ensemble d'actes qui s'est construit sur un temps long, capable de se transformer et d'apparaître sous des formes nouvelles. Donc moi, j'avais mis en gras rapport social. Je trouvais que c'était un apport intéressant à développer. Voilà. Alors effectivement, c'est une approche sociologique et historique, c'est-à-dire l'idée l'antisémitisme, comme pour les autres formes de racisme, c'est pas juste des propos, des actes, c'est aussi évidemment des propos et des actes, mais c'est aussi une relation de pouvoir entre les personnes qui exercent une domination raciste et des personnes qui la subissent. Et dans le cas de l'antisémitisme, les juifs sont victimes de l'antisémitisme et subissent ce rapport de domination raciste, subissent au quotidien, dans leur corps, dans leur trajectoire professionnelle, dans leur vie. Et donc c'est quelque chose qui se signifie pas seulement au niveau collectif, mais qui a, on va dire, des effets sur l'ensemble du collectif juif dans toute sa diversité, puisqu'évidemment il ne s'agit pas d'essentialiser, mais toutes les personnes juives, à un moment donné, quelle que soit l'intensité des actes antisémites qu'ils subissent, vont être impactées. Même s'ils ne le subissent pas directement, ça va impacter leur trajectoire de vie. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'un rapport social, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est systématique, qui n'est pas seulement une question de volonté individuelle qui s'inscrit dans la culture, dans l'histoire, qui va se révéler parfois par la réactivation de représentations qu'on ne connecte plus à l'antisémitisme, mais qui ont été forgées par l'antisémitisme. Je vous donnerai qu'un exemple, on a vu au moment du Covid, réactiver les accusations d'empoisonnement des pluies en version moderne. Agnès Buzyn n'a pas été, par exemple, critiquée pour sa gestion de l'hôpital public. Elle a été accusée, par l'intermédiaire notamment de son conjoint, d'avoir finalement été à l'origine de la diffusion par l'intermédiaire du laboratoire d'INSERM. Ça, c'est rien d'autre que la version moderne de l'empoisonnement de pluie. Mais en fait, il y a réactivation dans ces moments-là de ces représentations.
Et donc effectivement, alors pour revenir sur les autres définitions, on les traite, on essaie de les présenter, elles ont fait l'objet d'un débat public intense, y compris par exemple l'auteur de l'IHRA, de la définition de l'IHRA, n'était pas forcément d'accord de la manière dont celle-ci a été ensuite mobilisée, utilisée. Il y a la déclaration de Jérusalem, celle de Nexus. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, l'important, il y a évidemment des critiques, toute définition peut être critiquée, y compris la nôtre, on ne prétend pas avoir la science infuse là-dessus, mais l'important, avant tout, c'est lorsque des personnes juives alertent sur des faits, des actes qu'ils considèrent comme antisémites. Peut-être que ça peut être une erreur d'interprétation, il peut y avoir d'autres explications, mais en tout cas, il faut prendre le temps d'écouter, d'examiner, de traiter et d'y réfléchir, plutôt que balayer de manière un peu simple en se disant, et ça c'est l'apport de la définition de Nexus notamment, de dire en fait, comme pour n'importe quel acte raciste, il faut prendre le temps d'examiner, il faut prendre le temps justement un peu en sortant de l'agitation et du bruit du débat public, mais d'avoir une approche rationnelle, juridique, sociale, politique, et puis d'examiner tout ça. Ce qui parfois n'a même pas fait en réalité, puisqu'on se contente dans l'espace public, certains acteurs politiques se contentent de se renvoyer à la figure cette question sans forcément traiter la question en tant que telle. Justement, dans cette partie ping-pong, et d'ailleurs aussi, je crois, dans certaines polémiques qu'il peut y avoir autour des définitions de l'antisémitisme, notamment celle de l'IHRA, plane la question du sionisme et de l'antisionisme. Alors, justement, votre analyse souligne la porosité qu'il y a entre certaines formes d'antisionisme et l'antisémitisme. Alors, comment, et vous en parlez dans le livre, comment vous distinguez une critique politique d'Israël légitime d'un discours antisémite? Et puis, est-ce qu'avec exemple à l'appui, c'est toujours intéressant? Alors, déjà, dans cette question justement qui est un peu compliquée. Déjà parce qu'il n'y a pas de consensus social sur la définition du sionisme. Et quand les gens mobilisent ce terme-là, il va y avoir une définition historique qu'on fait, mais quand les personnes en débat public mobilisent ce terme-là, on s'en rend compte, mon co-auteur notamment dans des formations, ils n'y mettent pas le même contenu. Il y a les antisionistes complotistes qui vont, quand ils vont dire sioniste, ils pensent qu'on protocole des sages de Sion. Il y a ceux et celles qui vont penser, qui vont simplement parler du sionisme messianiste en englobant l'ensemble du sionisme dans cette question-là. Il y a ceux et celles qui parlent de la question, le voient comme l'affirmation de la construction d'un État à majorité juive en réponse à l'antisémitisme, etc. Donc nous, ce qu'on fait voir, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de corrélation entre soutien ou rejet du sionisme ou de l'État d'Israël et antisémitisme. Il va y avoir des personnes qui se réclament du sionisme ou qui soutiennent l'État israélien qui vont avoir des discours violemment antisémites. Il va y avoir des antisionistes qui vont avoir des discours violemment antisémites. Il va y avoir des antisionistes qui vont être conscients de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et qui, pour des raisons diverses, on peut prendre la question de l'antisionisme religieux juif, par exemple, pour prendre un des exemples, qui ne va pas forcément s'accompagner d'un discours antisémite. On va avoir donc on a une disjonction, mais on n'a pas non plus une frontière étanche. Et c'est bien la difficulté qu'on a, c'est-à-dire que, par exemple, pour prendre la question de la critique légitime, la critique de l'État d'Israël en tant qu'État, des agissements du gouvernement israélien, comme n'importe quel État, c'est une critique qui fait partie de du débat public. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, ce n'est pas en soi antisémite, de pas du palestinien sur les effets, c'est pas en soi antisémite de critiquer le sionisme ou l'État d'Israël, complexe. Par contre, là où on va rentrer dans un dévoiement, c'est lorsqu'un imaginaire antisémite est mobilisé dans la critique. Et cet imaginaire antisémite, il peut réactiver des tropes, c'est pour ça que nous on passe par l'histoire, faire des tropes, c'est des représentations qui vont reprendre, on va dire, des thèmes antisémites classiques, et qui vont les réactiver, et qui vont en fait se cacher derrière un discours de critique politique, la diffusion de discours racistes. Et ça, effectivement, on a l'exemple, par exemple, classique, c'est celui du crime rituel avec la question des organes
Voilà, on sait que pour prélever des organes, il faut une chambre médicale complète, ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas au niveau opérationnel. Il y a eu un scandale il y a très longtemps en Israël sur la question du prélèvement d'organes, mais à la fois sur des Israéliens et des Palestiniens, et c'est remobilisé, réinvesti dans la sphère publique pour dire de manière les Israéliens prélèvent des organes sur les cadavres palestiniens. Ça, par exemple, c'est un élément en fait qui ne critique pas la question des agissements de l'armée israélienne, la question des agissements de l'État sur la base de faits concrets, mais qui va remobiliser un imaginaire qui, en fait, historiquement, trouve sa source en celle du crime rituel. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est vraiment à faire un examen point par point de ces questions-là, effectivement, et alors il y a à distinguer ce qui est de l'ordre de la critique politique qui se fait avec les mêmes grilles d'analyse que pour n'importe quel autre État ou n'importe quel autre mouvement politique. Dans ce cas-là, d'accord, pas d'accord, mais on ne peut pas le qualifier d'antisémite. Et la critique qui se fait avec la mobilisation d'un imaginaire raciste, d'un imaginaire qui est ancré dans cet antisémitisme historique que justement nous on essaie d'exposer dans toute sa dimension. Voilà. Alors il y a des exemples, je ne vais pas vous le faire tous, mais vous avez vu par exemple peut-être c'est sur les réseaux sociaux ce Christ palestinien qui était, on voit un Christ sur sa croix avec donc c'est un bot iranien qui s'appelait Brice Garo, on en a un exemplaire dans notre bouquin qui en fait restitue la question du mythe antisémite du peuple déicide, mais qu'en fait une interprétation actuelle. Et c'est par des bots, donc les bots, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est des ordinateurs qui tournent de manière automatique et qui vont générer des contenus en ligne. Et on retrouve dans les principaux producteurs de ces thèmes antisémites, il y a le régime iranien, il y a la Russie et il y a les réseaux proches de QAnon, donc de l'extrême droite américaine, et qui peuvent parfois se croiser sur ces questions-là. Donc ce qui montre bien la complexité aussi du phénomène. Justement, peut-être continuer sur ce point-là, qui est comment il y a une convergence de l'extrême droite, des mouvements de l'extrême droite et certains mouvements, une partie de l'extrême gauche, sur ces représentations, et que tout d'un coup, on voit par exemple dans cette caricature où on a ce Christ palestinien sur la croix, on voit une extrême droite qui s'empare de la cause palestinienne, ce qui peut quand même être un peu aussi étonnant, parce que l'autodétermination des peuples, etc., c'est pas vraiment une cause... Alors, il y a une tradition d'extrême droite. Dans l'extrême droite, c'est paradoxal parce qu'il y a deux traditions. Il y a une tradition antisioniste qui est liée à l'antisémitisme souvent historique, et puis il y a une tradition pro-sioniste à partir de la guerre d'Algérie, mais qui ne se fait pas tellement par hostilité à l'antisémitisme, mais par l'idée que ce serait une manière d'aller dans le sens d'un racisme anti-arabe. Et donc c'est vraiment deux traditions qui, par ailleurs, sont tout aussi antisémites, mais qui vont faire des choix tactiques les unes et les autres. Après, à gauche, ou dans la gauche radicale, il y a eu des éléments dont on parle, notamment autour de la question de la librairie La Vieille Taupe et du négationnisme, dans les années 80, où il y a eu une partie, on va dire, de la gauche radicale qui s'est rapprochée de thèses négationnistes, on le voit avec Faurisson, autour d'une approche un peu tronquée, d'un anticapitalisme tronqué, mais qui va se rapprocher en fait des thèses antisémites. Et donc, il va y avoir en fait, ce que nous on constate historiquement, c'est que la gauche a été l'espace dans lequel historiquement a émergé la lutte contre l'antisémitisme. Et ça ne veut pas dire que la gauche est immunisée, puisqu'il y a eu des formes, évidemment, au cours de l'histoire. On parle de l'antisémitisme stalinien, notamment, avec la persécution antisémite d'État. Sur la période récente, on voit bien, à travers la déclaration d'un certain nombre de responsables politiques, qu'il n'y a pas d'immunité. Après, souvent, les range dans la gauche radicale, par exemple, les LFI n'est pas la gauche radicale. Les LFI, c'est
c'est une scission du Parti socialiste. Je le dis aussi parce que des fois il y a des confusions. Donc, si on parle de la gauche radicale, il y a aussi des problèmes dans la gauche radicale, c'est-à-dire la partie d'extrême gauche. Mais dans LFI, effectivement, par exemple, je vous donnerai un exemple, celui de Mélenchon, qui dit, c'est en réponse à la question Zemmour est-il antisémite face au grand rabbin Chaim Corsia qui est parmi nous tout à l'heure. Et je trouve que cette réponse était intéressante et assez parlante. C'est-à-dire qu'il dit qu'un juif soit antisémite est une nouvelle. Il me semble que le rabbin Corsia se trompe. M. Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On ne change rien, on ne bouge pas. La créolisation, mon Dieu, quelle horreur. Tout cela, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Donc, on a un paradoxe ici. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a été condamné pour la réhabilitation de Pétain pour des discours antisémites. Jean-Luc Mélenchon est sur un plateau de télévision face au grand rabbin Corsia qui dit que Éric Zemmour est antisémite. Et plutôt que se jeter sur cette situation de Mélenchon pour dire effectivement il y a un problème d'antisémitisme avec M. Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Il nie l'antisémitisme de Zemmour et ensuite il explique le racisme de M. Zemmour par la judéité. Donc il y a à la fois un combo déni d'antisémitisme, discours raciste et discours antisémite. Et donc, là, on a un problème. Alors, on a un problème en tout cas, de grave confusion, évidemment. Donc, il peut y avoir mais cette confusion ne se fait pas forcément autour de la question israélo-palestinienne. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ça se fait autour, parfois, de mobilisation de thèmes qui puisent dans l'antisémitisme chrétien classique. Par exemple, il y a une autre citation de Mélenchon sur Jésus, ses compatriotes qui ont tué Jésus, qui puisent dans cet imaginaire. Et donc, ici, c'est un antisémitisme bien chrétien. Et puis, il y a des phénomènes un peu paradoxaux qu'on trouve des deux côtés, dans l'ensemble on va dire, de la sphère politique. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision grand angle. C'est-à-dire qu'il y a la tendance à ne voir de l'antisémitisme que dans le camp d'en face. Alors, la tendance à voir de l'antisémitisme que dans le camp d'en face, je vais vous prendre un exemple précis, celui du rédacteur d'un média d'extrême droite Frontière, qui s'appelle Éric Tegner, qui déclare le 16 octobre 2025 à propos de Yann Braun-Pivet, cette dame-là, c'est la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'un main avec l'argent roi et Jacques Attali, l'homme nomade. Emmanuel Macron s'est construit en 2017 sur la notion de mobilité, l'enracinement, ça ne lui parle pas. Ce sont des gens qui vivent, qui naissent et qui tombent dans des aéroports. Ils n'arrivent pas à concevoir que la majorité des Français aujourd'hui sont enracinés sur des territoires et parfois depuis des siècles. Ici, on a texto le juif errant face à l'enraciné, aux Français blancs, enracinés, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette séquence, elle est formidable parce qu'elle est pleine d'enseignements. Il se passe que il va y avoir, sur Street Press notamment, sur un certain nombre de médias, et Mme Braun-Pivet monte au créneau pour condamner, mais il y a aussi mon co-auteur Jonas Pardo, un article de Street Press qui dit là on est dans l'antisémitisme d'extrême droite. Monte au créneau des militants de droite ou d'extrême droite, ou des personnalités politiques comme Simone Moss, Meyer Habib, etc., qui disent non, en fait on ne peut pas accuser Éric Tegner d'antisémitisme parce qu'il soutient Israël. Premier problème, c'est-à-dire que c'est pas comme si il y avait une équivalence entre les deux. Deuxième problème, là, une partie des gens de la France Insoumise montent au créneau en disant regardez, c'est ça le vrai antisémitisme. Alors que, du coup, on avait, quelques temps auparavant, la déclaration de Mélenchon sur Mme Braun-Pivet, camp à Tel Aviv, pour encourager le massacre. Donc avec la même mobilisation de la thématique du juif errant. Donc on voit bien qu'ici, la question d'antisémitisme est utilisée comme une balle de ping-pong, que se lancent des camps politiques les uns à la figure, mais qu'en fait, le sujet principal, qui est justement la violence, les discours antisémites, les actes qui découlent de ces discours, parce qu'il y a du passage à l'acte, évidemment, il y a un bruit de fond antisémite, n'est pas traité en tant que tel. Et donc la difficulté, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il faut justement remettre un petit peu de sérieux dans tout ça, combattre l'antisémitisme d'où qu'il vienne, puisque si on fait un grand panel du spectre politique, on va avoir le RN qui va se présenter comme bouclier des Juifs tout en ayant parmi ses membres un Frédéric de Boccaletti qui est gérant
d'une édition et d'un livre d'une librairie négationniste à Toulon, une Marine Le Pen qui s'entoure de Châtillon et de Lousteau, qui sont des militants de la Good Connection, qui sont dans son association de financement et qui sont des soutiens historiques de Bachar el-Assad d'une part, mais aussi des antisémites convaincus. Il y a 3 jours, Michael Saint-Laurent, collaborateur du RN, fait un salut nazi. Caroline Parmentier, députée RN, parle de lobby juif. Julien Audoul nous explique que le CRIF porterait une écrasante et coupable responsabilité dans la situation actuelle en ayant soutenu toutes les politiques d'immigration massive, terreau du fondamentalisme antisémite. Donc c'est la théorie du grand remplacement qui est rien d'autre qu'une théorie du complot. Malheureusement, là, on a parlé de l'extrême droite, de la gauche radicale, mais parlons aussi du centre. Jean-Louis Bourlange du Modem qui dit que les Juifs de France doivent prendre leur distance avec la politique de Benjamin Netanyahou. Le 29 septembre, c'est là où je vous parle d'il y a 3 mois, donc ça veut dire que les Juifs seraient comptables en fait de la politique de Benjamin Netanyahou et on leur demande en quelque sorte une dissociation publique. Valérie Boyer-LR, qui en réponse à Yael Braun-Pivet, explique que le déraciné se croit ouvert alors qu'il est vide, il confond l'ouverture à la désorientation, disait Barès. Et dans la même intervention à l'Assemblée nationale, elle cite quasiment dans le texte Maurras, théoricien de l'antisémitisme, en s'en prenant à David Amiel, ministre, en lui disant qu'il faut qu'il se reconnecte au peuple réel. C'est une référence au pays réel de Charles Maurras, qui est opposé au pays légal, qui serait celui justement des 4 États confédérés anti-républicains, que seraient les Juifs, les francs-maçons, etc. Donc là, on voit bien qu'en fait, il y a une profondeur dans la sphère publique, et je ne vais pas être trop long là-dessus, mais qu'il y a nécessité d'avoir un traitement plus sérieux, plus grand angle, qui prenne l'antisémitisme dans toute sa dimension. Oui, alors en fait, je vais faire une dernière question, puis après on va laisser la parole. Et une avant-dernière, comme ça on finira peut-être sur que faire, mais peut-être d'abord laisser la parole. Mais j'avais un point, alors je pense que tu y as répondu, mais peut-être avant de donner le micro. Est-ce que finalement on peut dire que le niveau d'intolérance à l'antisémitisme, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas le meilleur baromètre pour juger de la qualité véritablement démocratique des projets politiques des uns et des autres, quelle que soit leur position sur l'échiquier politique, de droite ou de gauche? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est le niveau d'intolérance à toutes les formes de racisme, oui, et dont l'antisémitisme, parce que je pense qu'il faut avoir une approche articulée. Je trouve qu'on perd du terrain justement sur toutes les formes de racisme. Alors, il y a 2 choses. Un, il faut les analyser pour ce qu'ils sont. Chacun a ses spécificités. L'antisémitisme n'a pas exactement les mêmes dimensions que la négrophobie, le racisme anti-asiatique, l'islamophobie, le racisme anti-musulman, selon le terme que vous souhaitez utiliser, et la question du racisme anti-asiatique. Donc chacun a ses spécificités, mais aussi des points communs. Mais par contre, on a un intérêt d'articuler, parce qu'effectivement, en général, une personne qui est antisémite est raciste, et une personne qui est raciste est antisémite. C'est-à-dire que les préjugés ont tendance à justement et la vision racialisée a tendance à inévitablement déboucher sur l'un ou sur l'autre. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre et comment c'est... Peut-être qu'on va laisser ça pour la fin, toute fin, et peut-être tendre d'avoir le micro tout à fait. pour ceux qui voudraient intervenir sur le contenu. Si on passe déjà. Voilà. Mais effectivement, c'est un bon critère pour conclure là-dessus. C'est en fait une société démocratique, c'est une société qui préserve les droits de tous et toutes et qui construit l'égalité. Et je conclurai là-dessus. Et la lutte contre l'antisémitisme est évidemment fondamentale dans cette perspective. Merci Samuel Delors. On applaudit. C'était un beau travail sur la lutte contre l'antisémitisme. On va effectivement donner la parole au public, avant peut-être de conclure, lui donner la parole pour conclure. Est-ce qu'il y a des mains qui se tendent sur le thème de cet antisémitisme? Je pense qu'il était... Ah oui, je savais que Michel avait... C'est bien. Merci.
Merci monsieur pour votre intervention, merci Nathalie pour ce bel interview. J'ai pas compris quelque chose franchement, alors il faut que je puisse sortir du salon du livre avec essayer de comprendre ce que vous avez dit. Sur un point simplement, le reste ça passe, mais vous dites l'antisionisme, on peut être antisioniste mais pas être antisémite. Alors là franchement je ne suis pas du tout. Parce que qu'est-ce que c'est que le sionisme? Donnez-nous une définition, c'est avoir un État, un peuple, une terre pour les Juifs, une terre de refuge, etc. Donc, si on est antisioniste, on est quoi alors? On peut ne pas être antisémite? Mais c'est la question que je vous pose. Alors, on s'était dit que peut-être on prenait 2-3 questions pour voir si après il y a des... Et Samuel répondrait. Comme tu veux. Loin de vouloir innocenter toutes ces personnalités politiques qui ont utilisé comme arme l'antisémitisme, et parfois avec beaucoup de confusion avec la notion d'antisionisme, vous n'avez pas abordé la question de l'entrisme. Or, l'entrisme, c'est une pratique, non pas des socialistes, mais c'est une pratique trotskiste, gauchisante. Et c'est à cause de cette pratique-là que beaucoup de mouvements populaires ne peuvent pas aboutir, parce que LFI, pour moi, c'est la France islamisée. Merci. Bon, ça a été dit. Oui. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette liste d'enseignantes et d'étudiantes de Lyon 2 qui vient d'être révélée. Oui. Alors, est-ce que... Il y a encore une troisième. Sur la... Faites référence à Julien Thierry, c'est ça? Oui. J'ai une petite question qui va peut-être troubler certains, mais j'ai l'impression que ceux qui luttent vraiment contre l'antisémitisme, qui passent à l'action, ce sont en général des juifs. Et je pense que ici, alors, nous sommes assez convaincus que ce combat doit avoir lieu, mais est-ce que ceux qui ne sont pas ici, et comment les guider vers ça? Pour moi, c'est le grand problème aujourd'hui en France. Bravo. Madame Bougobza qui veut dire un mot. Bonsoir. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec madame. On ne peut pas être antisioniste et être en même temps un amoureux des juifs. C'est pas possible, parce que ça signifie pour moi un génocide mental de au moins 7 millions de personnes qui vivent sur le sol d'Israël. Et dire que aujourd'hui, la seule position qui vaille pour les gens de gauche, c'est de dire du fleuve à la mer, c'est déjà de souhaiter notre disparition de cet endroit de la terre. Alors, où est-ce qu'ils iraient? C'est 7 millions de juifs israéliens. Ça, c'est la première chose. Mais ce que je voudrais vous dire, monsieur, c'est que je comprends très bien ce que vous avez essayé de nous proposer, c'est-à-dire des variations de l'antisémitisme et des variations surtout qui viennent de tous les milieux. Et franchement, pour des gens qui sont ici, comme nous, dans une salle où nous surveillons continuellement la température du monde nous concernant, est-ce que vous croyez que ces nuances peuvent nous apporter quelque chose? Parce que ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en nous dès que l'on prend la parole contre nous. Que ça vienne de droite, de gauche, que ça soit... que ça contourne le problème par l'antisémitisme ou par l'antisionisme. Nous savons ce que ça veut dire. Alors, est-ce que votre livre s'adresse aussi aux autres? Je voudrais juste rappeler que le public du Salon du Livre est un public extrêmement hétérogène et qu'il est de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories politiques, religieuses, et donc nous sommes un public varié. Mais on va d'abord On va laisser la première batterie de questions, parce que sinon ça risque d'être
c'est justement ce que j'aimerais les adresser toutes, si possible, et ne pas en oublier aucune. Alors, la première chose, alors, l'histoire montre, alors c'est peut-être un désaccord entre nous, hein, mais l'histoire montre non, qu'il y a, alors déjà au sein de la communauté juive, y compris depuis l'apparition du sionisme, il y a des juifs qui sont opposés au sionisme, et ça n'en fait pas des antisémites, pour des raisons qui peuvent être religieuses, politiques, etc. Ça ne veut pas dire que c'est forcément, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais en tout cas c'est une réalité sociale. Donc la conjonction, en fait, le fait de dire une personne est antisioniste, ça en fait une personne antisémite, à mon sens, c'est un raccourci qui justement passe à côté d'une partie, restreint la question. Parce que comme j'essayais de le développer, en fait, il n'y a pas d'imperméabilité, mais il n'y a pas non plus de concomitance totale. Donc, le deuxième aspect, c'est en fait la problématique qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme sionisme. Comme je vous disais, en fait, selon les personnes à qui vous allez vous adresser, il va y avoir une définition, un contour extrêmement différent. Donc, plutôt que de se focaliser sur ce terme, moi j'invite, nous ce qu'on fait, c'est qu'on invite plutôt justement à amener les personnes à expliciter ce qu'elles entendent lorsqu'elles se positionnent comme telles. Je vais vous donner un exemple très spécifique. Bon, vous avez l'Union des Juifs français pour la paix, organisation antisioniste, qui se définit antisioniste. Mais dans leur charte, ils disent qu'ils reconnaissent l'autodétermination israélienne. Donc il y a un paradoxe, si vous voulez, c'est-à-dire que dans la sphère publique, vous avez des gens qui vont se dire antisionistes. Je mets de côté le fait que, c'est ce qu'on critique dans nos bouquins, l'absence de la conséquence qu'ils ont du traitement d'antisémitisme. Je parle là vraiment sur la question de qu'est-ce qu'on met. On va avoir des gens qui se disent antisionistes et qui reconnaissent l'État israélien. Donc, vous voyez bien qu'en fait, selon les personnes qui parlent, en fait, c'est ce qui est intéressant plutôt que de se focaliser sur le terme, c'est de voir ce qu'on met derrière. Ensuite, il y a la question qu'est-ce que ça veut dire quand on conteste la forme politique qu'a pris l'État d'Israël, qu'est-ce qu'on fait et quelle place on donne aux Juifs sur place, dans n'importe quel projet. Il va y avoir des gens qui se disent antisionistes, mais qui disent on veut une société judéo-arabe coexistante, etc. Et après on peut se dire que on peut le critiquer, dire voilà, c'est naïf, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire en soi que nécessairement ça procède d'une hostilité aux faits juifs ou à la présence juive sur place. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit dans nos formations et dans nos discussions, c'est qu'en réalité, la première chose à faire, c'est d'abord amener les personnes à définir ce qu'elles entendent lorsqu'elles utilisent ce terme-là, ce qu'elles entendent en tant que tel. Et en fait, en abordant les choses comme ça, le risque, c'est de passer à côté, en fait, de personnes qui peuvent être réellement alliées dans la lutte contre l'antisémitisme, qui vont se dire, bah, moi, on me cible, entre guillemets, mais alors que moi, finalement, je suis pour une paix juste, durable, entre Palestiniens et Israéliens. Il y a plein de gens qui vont dire ça, et à côté, ils vont se définir antisionistes. Donc ça réduit pas la conversation. Sur l'entrisme, monsieur parlait de l'entrisme, alors moi je ne pense pas que le positionnement des organisations politiques à gauche s'explique par un entrisme. Je pense qu'il y a, et en plus l'entrisme trotskiste, on va dire c'est une forme particulière, mais qui, pour moi, le positionnement il s'explique en fait sur des carences d'analyse de ce qu'est la question de l'antisémitisme. La France insoumise n'a pas une idéologie rattachée à l'islam politique. Il faut être sérieux 2 secondes, en fait. Ils ont une idéologie... Non, ils n'ont pas... Quel que soit, on a des critiques dures à faire sur leur absence de traitement de l'antisémitisme, sur des expressions publiques qui sont lamentables, et on le fait dans notre livre. Mais en fait... l'approche par ce biais-là passe à côté
de ce qui explique cette dynamique-là. C'est-à-dire, par exemple, il y a une partie de la gauche qui va avoir plus, qui va recycler plus une forme d'anticapitalisme romantique à dimension antisémite, c'est-à-dire avec des confusions. On parle de la critique de la finance, on passe par les préjugés antisémites économiques classiques, etc. Il va y en avoir d'autres simplement qui n'ont aucune notion de la profondeur historique de l'antisémitisme et qui vont reprendre à leur compte tout un tas de représentations, mais sans même se rendre compte de la charge que ça va avoir. Et après, si on veut arriver à déconstruire et à casser ça, après, il faut rentrer, enfin nous en tout cas c'est le pari qu'on fait, c'est qu'il faut rentrer dans un dialogue. Et le dialogue il peut être difficile, ce qu'on dit, y compris sur la gauche, ne fait pas plaisir à une partie de la gauche quand on critique, mais c'est à mon sens plus efficace d'aborder les choses comme ça, de rétablir une discussion sans complaisance, parce qu'il n'y a pas de complaisance avec les expressions d'antisémitisme, mais sans caricature non plus. Peut-être Samuel, clarifier pour partir comme ça la finalité de ce manuel, à qui il s'adresse, comment il est utilisé, parce que justement c'est important. Alors, le manuel il s'adresse, dans nos présentations on a vraiment eu de tout, on a eu des syndicalistes, des militants de gauche, c'était notre cible prioritaire, c'était de dire voilà, en fait on rentre en dialogue, on discute et en fait on va essayer de bouger la manière dont les choses sont abordées dans les espaces que nous on connaît. Voilà. Évidemment, il y a une cible plus grand public, parce qu'on touche aussi des enseignants, des enseignantes. J'ai oublié de dire, on est préfacé par l'historien Pierre Savy, qui est un des spécialistes de l'histoire juive en France. Et donc, par le biais, on a été reçu au mémorial pour vous donner un petit peu le grand angle, au mémorial de la Shoah, dans des librairies de gauche, dans des espaces syndicaux, dans des espaces associatifs, dans des synagogues. En fait, c'est justement l'intérêt de notre approche, c'est de mettre en dialogue des personnes qui ne se parlent plus. Et moi, à Toulouse, dans une librairie, il y avait un monsieur qui était à Ozaratora le jour de l'attentat et des militants d'extrême gauche qui se définissent comme antisionistes et qui ont été obligés, sur l'antisémitisme, d'entendre ce monsieur, son expérience. Et ça n'a pas été simple parce qu'on s'est fait bousculer, comme d'habitude, par des gens qui trouvent que c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Mais nous, notre démarche, en tout cas, c'est celle-là. C'est de dire, en fait, il faut, si on veut une société qui bouge, il faut refaire dialoguer des espaces qui ne dialoguent plus, il faut faire bouger les représentations, il faut arriver à signifier, et c'est pas uniquement par l'anathème qu'on arrivera à faire bouger les lignes. En tout cas, c'est la démarche. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'une critique très dure, et pour ceux et celles qui ont lu le livre, on peut voir qu'il y a des éléments parfois de critique extrêmement fermes sur tout un tas de sujets. Oui, il y a un vrai courage quand même à pouvoir intervenir comme ça dans tous ces milieux. Je crois qu'il y avait Margot qui posait la question est-ce qu'il n'y a pas que les juifs qui bougent contre l'antisémitisme? Oui, il n'y a pas que les juifs. Dans des espaces politiques ou syndicaux, il y a des gens qui ne sont pas OK avec la manière dont ça se passe, qui se mobilisent, qui vont se mobiliser quand il y a des actes antisémites. Moi, j'ai par exemple des collègues en 2015 sur mon syndicat qui ont fait grève pendant 5 jours suite à un harcèlement antisémite d'une collègue. En fait, ça existe aussi dans des espaces. Et donc, en fait, la question, c'est justement comment est-ce qu'on crée ces espaces de refus, parce que c'est la dimension de l'éducation populaire en réalité. L'immense majorité des gens n'est pas d'accord avec avec une vision raciste, avec ses préjugés antisémites. Il y a des gens qu'on entend très fort, qui occupent tout l'espace sonore, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très choqués par ce qui se passe. Comment on fait pour y arriver? On essaie de s'adresser pour créer justement, pour que le prochain acte antisémite, il y ait des centaines de milliers de gens dans la rue et qu'il y ait un refus social fort. C'est ça en fait ce qu'on doit retrouver, parce que ça existait en France, ce rejet social large de l'antisémitisme. Et donc nous, notre sens, c'est justement qu'il faut reconstruire ça. Et donc il faut arrêter de cliver là-dessus et essayer de retrouver un consensus social. Je voudrais, par rapport à ce que vous dites, mobiliser tout le monde, déjà donner une information. Il y a une pétition sur le Facebook du CRIF Languedoc-Roussillon. L'antisémitisme ne passera pas par moi. Donc déjà, si on le fait circuler à tout le monde, ça permet de toucher des gens qui ne sont pas dans la salle et ça permet de lutter contre l'indifférence.
L'autre point, monsieur, c'est que, effectivement, votre livre, je vois qu'il y a beaucoup d'analyses et d'analyse de chaque argument. Sur le terrain, on est devant des gens complètement radicalisés par les réseaux sociaux, par ce qu'on leur a raconté, par des fausses informations, par tout ce qu'on veut. Ils n'ont pas envie d'analyser. Ils n'ont pas envie. Donc il nous faut des formules choc, sûrement tirées de vos argumentaires d'ailleurs, pour qu'on n'est pas entre gens qui ont envie d'analyser une situation. On est dans de la propagande et de la contre-propagande. Et à partir de là, peut-être qu'à partir de ce travail scientifique que vous avez fait très élaboré, il pourrait y avoir des questions-réponses très simples pour les gens qui ne vont pas aller étudier un livre, qui ne vont pas aller analyser le pourquoi du comment. Et donc, déjà, bien sûr que l'antisionisme forcené a été déclaré comme une forme avouable d'antisémitisme, mais en plus, moi je trouve que l'antisémitisme là, il faut le traiter en France avec les Français, et pas à chaque fois renvoyer à la situation israélienne, même si on est plus que solidaire avec ceux qui le vivent en tant que peuple, mais on n'est pas là-bas, on ne vote pas là-bas, on n'est pas dans... Donc on est solidaire du peuple israélien, point. Et ensuite, il faut arrêter de, à chaque fois, ramener le débat sur que fait Netanyahou, que fait le voisin, qui justifie l'antisémitisme ici. Et on n'est plus dans un antisémitisme. Il y a les intellectuels d'un côté, mais il y a la rue de l'autre côté. Et c'est bien pour ça que les partis commencent à avoir des discours tangents, parce qu'ils font du clientélisme avec la rue. Alors, un point sur lequel on sera d'accord, c'est sur le fait qu'il faut traiter l'antisémitisme en France par rapport à la situation française. Mais je pense justement que ça nous impose aussi de réellement le faire, c'est-à-dire de dissocier la question du rapport avec l'État israélien ou la question palestinienne. C'est-à-dire que et de le faire de manière... Je ne parle pas de l'esquiver, je parle d'éviter à chaque fois de rebondir là-dessus, ce qui évite le dialogue sur la situation. Tout à fait, mais c'est pas notre propos, puisque nous, on veut justement le faire dans le contexte français. L'essentiel du livre, en fait, a trait au contexte français et pas à cette question-là. Mais par contre, il y a effectivement des intersections, et donc les intersections qu'on a, on les traite aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'y confronter, parce que, effectivement, quel que soit notre avis sur la question, en fait, ça va percuter le débat politique français. Après, là où j'ai un petit point de désaccord très modestement avec vous, c'est que justement, je pense qu'il faut sortir des formules choc et des simplifications, et qu'en fait, on n'obtient rien d'autre que, on va dire, justement un clivage du moment, si on ne travaille pas dans la durée sur les représentations. Je vous donne un exemple. Je parle de formules simples, d'explications simples, pour des gens qui ne vont pas les creuser. Je ne parle pas d'être face à face, etc. Oui, non, mais j'entends ce que vous voulez dire. Évidemment, il y a des dimensions tout à fait plus concrètes à avoir. Et des formations, enfin, nous on travaille sur des formations, il y a des choses sur lesquelles on peut arriver sur du grand public. Mais malheureusement aussi, la complexité du phénomène, c'est-à-dire que c'est plastique la question de l'antisémitisme en fait. C'est quelque chose qui justement évolue, s'adapte, se renouvelle. C'est-à-dire il y a à la fois des trames communes, mais il y a des éléments. Alors il y a une adaptation de thèmes qui existent depuis très longtemps, mais adaptés aux contemporains. Donc, si on veut arriver à percuter, on est obligé de rentrer. C'est un peu justement la difficulté qu'on a. Et c'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation populaire, vraiment, on prend par ce biais-là, d'éducation populaire de fond. Parce que moi, je le vois en tant qu'enseignant à l'école, la question d'antisémitisme, on l'aborde un petit peu à travers le XXe siècle, la Shoah, les régimes antisémites, un petit peu à travers la question au moment de la Révolution française, de l'émancipation, de manière très périphérique, et un petit peu sur l'aspect médiéval et antique. Mais en réalité, ça ne permet pas du tout de rentrer dans la profondeur du problème. Avoir par exemple, et pour le racisme en général, il faudrait
avoir des modules d'histoire des minorités. Il y a aussi la question d'aborder, avant même de parler d'antisémitisme, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais rencontré un juif de leur vie, qui ont des représentations, et la question du travail, justement, de rencontre et de réhumanisation, c'est des choses tout à fait concrètes sur lesquelles il faut aller. Enfin, on traite un petit peu dans le livre, mais il y aurait tellement à dire en fait sur l'aspect opérationnel. Mais pour ça, on a besoin, enfin nous on pense qu'on a besoin de sérieux et vraiment de dissocier les sujets qui parfois sont traités de manière en pack, et c'est pas forcément la bonne méthode. Une dernière question. Alors, pas tout à fait une question. Je suis non-juive et je suis ici face au silence et à l'absence d'une grande majorité de citoyens français. Je suis navrée, mais je constate. Et je constate aussi que le gauchisme, pour moi, a été un petit peu un bouclier après-guerre, ce qui s'explique bien par rapport à la montée du nazisme et au fascisme. Et donc je pense que le gauchisme est devenu, par contre, après avoir été le bouclier, je pense qu'il est devenu le couturier de cet habit sur lequel on est en train de mettre futurement l'étoile juive. Enfin, en tout cas, moi je le vois, je le sens comme ça. Et dans les services de l'État, je peux vous dire que le silence est grand, malgré effectivement des efforts pour des stèles, etc. Mais on était bien peu nombreux, en tout cas en tant que citoyens non juifs ce matin, et je le regrette encore énormément. Et il me semble toujours que, comme l'a dit hier un intervenant, et je le pense aussi, c'est que l'antisémitisme est un eczéma sur lequel on n'a pas encore trouvé le vaccin, et qu'il est polymorphe, effectivement, et qu'il continue de persévérer, mais à travers une gauche, qui malheureusement peut être aussi la droite. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ici de l'absence de tous ces citoyens français qui ne se mobilisent toujours pas pour préserver un peuple qui est celui du peuple de France? Merci. On va profiter aussi de la réponse pour reprendre la dernière proposition de Nathalie, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On était un petit peu dans le cœur du sujet. Moi, en fait, vous l'avez dit, la gauche a été le cœur battant de la lutte contre l'antisémitisme pendant de nombreuses années, depuis l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, c'est un allié défaillant. Mais attention à pas, à l'inverse, penser que les déclarations de la droite et de l'extrême droite font office de lutte contre l'antisémitisme. Parce que si on regarde le résultat politique au-delà des discours, regardons le résultat politique et social au-delà des discours. Qu'est-ce qui a permis de faire reculer l'antisémitisme? C'est historiquement, je vous en parlais, c'est d'avoir un consensus social, de retrouver un consensus social égalitaire dans lequel, mais ce consensus, il ne s'est pas fait comme ça, en réalité, c'est fait dans le combat politique, dans la lutte. Nous, c'est des choses qu'on soulève, c'est jamais allé de soi. Les catégories gauche-droite, raciste, antiraciste, on a vu au moment de l'affaire Dreyfus, elles n'étaient pas arrêtées. Il y avait des penseurs socialistes qui tenaient des propos violemment antisémites, puis qui ensuite ont évolué, etc. Et puis, il y a eu, quand il y a eu des attentats antisémites, on s'est retrouvé en fait à ce moment-là, notamment en 2006, comme je vous l'ai dit, avec, mais pas plus au-delà de la politique, des déclarations politiques, pas plus la droite que la gauche. Il n'y avait pas 300 000 personnes dans la rue, il faut se dire les choses aussi, parce que il y a eu des grands discours sur nous sommes les boucliers des Juifs de France dans la droite et à l'extrême droite, mais il n'y a pas eu du monde dans la rue pour dire stop. Voilà. Comme ça a été fait, je le rappelle, par exemple, dans les années 80, suite à l'attentat de la rue des Rosiers, 200 000 personnes dans la rue. Alors je ne pense pas que c'est en disant, je le dis tranquillement, en disant les gauchistes, qu'on arrivera à reconstruire cette question-là. Je pense que c'est en rentrant en dialogue, en discussion. Je le dis aussi, ça ne va peut-être pas faire consensus, mais en cessant d'opposer la lutte contre l'antisémitisme à celle du soutien aux Palestiniens. Parce que lorsque Bruno Retailleau interdit toutes les manifestations
de solidarité aux Palestiniens en les assimilant à l'antisémitisme, et qu'ensuite, en réponse, Jean-Luc Mélenchon dit « Ceux qui manifestent le 12 novembre contre l'antisémitisme sont les soutiens des massacres en cours à Gaza », pour moi, on a en miroir deux attitudes complètement déconnantes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de poser ces questions-là, et il faut retrouver on va dire un espace de discussion saine et sereine qui permette aux Juifs de France de trouver du soutien social face à l'antisémitisme, d'apaiser la discussion sur ce qui se passe là-bas, mais sans non plus mettre la discussion sur ce qui se passe ici sous ce seul prisme-là, parce qu'en réalité, en fait, on voit, quand on regarde l'explosion des actes antisémites, il y a au moment des violences au Proche-Orient, parce que les Juifs de France sont tenus pour responsables des agissements du gouvernement israélien, et donc c'est le tabassage de Papi Marco lors de la synagogue. Papi Marco, il a 70 ans, il n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Enfin, je veux dire, donc on voit bien que le problème est plus large. Deuxième chose, donc c'est une excuse à l'antisémitisme, évidemment, c'est un prétexte. Deuxième aspect, les mouvements sociaux qui sont dirigés ou initiés par l'extrême droite, c'était le cas du pass sanitaire, c'est le cas de la manif pour tous, où il y a eu... C'est faux. Eh ben, c'est pas faux, non, puisque je vais vous donner un exemple très concret. En fait, la manif jour de colère en France qui s'est construite à Paris, où les gens gueulaient dans la rue « Juif, casse-toi, la France n'est pas à toi », c'était une manif d'extrême droite, portée par la manif pour tous. Lors du pass sanitaire, une grande partie était dirigée par des gens proches de Soral et Dieudonné, qui sont des gens qui sont proches du Rassemblement national. Et le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a une partie de la gauche qui, n'ayant plus aucune logique immunitaire, s'est retrouvée à manifester aux côtés de ces gens-là. Donc le propos, c'est pas de dire il n'y a pas de problème. Mon propos, c'est pas de dire il n'y a pas de problème à gauche, tout va bien. Mais mon propos, c'est de dire attention à ne pas oublier que lorsqu'Alain Soral et Dieudonné, parrain des enfants de Jean-Marie Le Pen, par ailleurs en lien avec Frédéric Chatillon, qui était dans le collectif Chéri Yassine, qui a été des organisations qui a été en soutien aux djihadistes. Il y a un problème. On ne peut pas évacuer ce problème-là en réalité non plus. Donc on constate, on a vu, quand on regarde justement le pic des actes antisémites, il y a vraiment Proche-Orient, chaque épisode. On a vu passe sanitaire, gilet jaune aussi, où il y a eu un moment donné où il y a eu l'explosion d'actes antisémites, parce que influence de réseaux d'extrême droite. Et donc on ne peut pas évacuer cette partie-là parce qu'elle ne correspond pas à notre narratif. Mais pas plus qu'on peut évacuer l'autre. J'appelle à prendre en compte les deux. On va conclure, peut-être Nathalie. Non, ben moi je voudrais conclure sur le courage, et je voudrais quand même qu'on applaudisse le courage non seulement écrit des bouquins colossaux, donc c'est du travail, mais qui ensuite font de l'éducation populaire, au vrai sens du terme, tous les jours. Et moi j'ai participé à une des séances, je peux vous dire que ça porte ses fruits. Donc pour répondre à Perla, voilà ce qu'on peut faire, ils le font, donc bravo. Et alors évidemment le petit manuel que je vous conseille, plein d'informations, mais vous allez apprendre énormément de choses. Et ensuite, on a un livre qui s'appelle Prise, théorie critique, sur l'antisémitisme, dont, alors je ne vais pas lire tous les noms des collaborateurs, mais dont Gilles Bouteau, ici présent, est un grand, l'auteur, l'initiateur, on va dire. Voilà, les membres du comité, avec Géraldine Neumann, un certain nombre d'autres éminents experts sur la question, qui est en vente aussi. Dans la librairie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une petite pause de 3-4 minutes, le temps d'installer la dernière conférence et événement avec le grand rabbin Khalil Garcia et Shoshana Kondrova. Oui, mais c'est ça l'intérêt. Je le mets. Tu peux la mettre.
Ça me fait penser qu'il faut que j'arrête le